Environ 15 000 personnes ont défilé à Paris contre l'exclusion, et cela à l'appel d'une centaine d'associations. La campagne présidentielle à J-15 du premier tour, les trois principaux candidats consacrent ce week-end au dialogue avec les jeunes. L'un des thèmes de cette campagne, la monnaie unique européenne. Réunis à Versailles, les 15 ministres européens des Finances ont commencé à étudier les modalités pratiques, les pièces et les billets libellés en écus, en principe dans nos porte-monnaies aux alentours de 2002. Autre grand thème électoral, la défense de l'environnement, invité du journal En Direct de Cannes, le commandant Cousteau, et cela à la veille de l'hommage officiel que lui rendra demain le MIP TV. Faut-il supprimer les pavés du Paris-Roubaix? Le débat agite sérieusement les milieux de la Petite Reine à la veille de cette grande classique. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous marcherez pour les droits sans lesquels l'homme est esclave de sa survie, pour reprendre la belle expression de l'abbé Pierre, lors de son appel pour la manifestation contre les exclusions qui a rassemblé aujourd'hui à Paris et en province des milliers et des milliers de sans-abri, de chômeurs et de salariés, et cela à l'appel d'une centaine d'associations. Un reportage, Éric Lemasson, Bernie Merriot. Une banderole aussi large que l'avenue Beaumarchais, pour les droits et l'égalité, contre les exclusions et la précarité. Un mot d'ordre unique et fourre-tout, à l'image du nombre d'organisations, plus d'une centaine, qui avaient appelé à manifester. Avec devant tout le monde, les habitants de la rue du Dragon et leurs enfants, comme pour mieux montrer que ce sont eux qui ont inscrit le droit au logement dans les priorités des programmes des candidats à la présidentielle. L'important, ce n'est pas les promesses qu'ils feront, c'est la transformation de l'état d'esprit des Français qui exigeront bien, après les élections, que quel que soit celui qui sera élu, il fasse des choses enfin raisonnables, c'est-à-dire enfin respectueuses de chacun d'entre nous. Albert Jacquard, aux côtés de Monseigneur Gaillot et du professeur Monod, était aussi venu, comme tous les autres, dénoncer dans la bonne humeur toutes les exclusions. Et rarement Manif n'aura recensé autant de slogans différents. Ouvriers de chez Renault en grève, lycéens antiracistes, associations anti-chômage, un patchwork de différents ras-le-bol. Alors pourquoi vous êtes venu ici? Pourquoi? Ben pour râler contre tout ça, quoi. Parce que je voudrais faire ce que j'aime, je voudrais pouvoir vivre de ce que j'aime, je voudrais pouvoir m'amuser, surtout on ne s'amuse pas assez, on a 20 ans, on se dit que rien n'est abordable pour nous. Une belle manif, joyeuse et colorée, un succès pour les militants du droit au logement. Moi, je pense profondément que ce succès, il est lié à toute une situation sociale qui aujourd'hui est devenue une catastrophe nationale, que de plus en plus de gens qui vivent, disons, normalement, entre guillemets, se disent qu'ils sont aussi, eux, peuvent être atteints demain par cette exclusion, par cette précarité. Nous sommes la France. Alors, 15 jours avant l'élection d'un nouveau président, ils espèrent que cet après-midi ensoleillé de mobilisation ne sera pas vite oublié. Quel est l'itinéraire de ces exclus qui ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Paris et en province, et surtout, quelles sont leurs aspirations? Caroline Glorion s'est mise dans les pas de Daniel, 50 ans, RMiste depuis des années maintenant. Il est debout depuis 7 heures ce matin. Daniel Rossier a 50 ans et il est militant de l'association Droit au logement. Expulsé avec sa famille à l'âge de 6 ans, il se retrouve à l'assistance publique. Des années qui le marqueront pour toujours. Parce qu'il y a des enfants qui subissent l'expulsion à l'heure actuelle. Les enfants en bas âge, tout ça, ils seront marqués toute leur vie, ces enfants-là. À cause de l'expulsion? À cause de l'expulsion, les CRS, tout ça. Ça marque, les images restent, il n'y a rien à faire. Moi j'y vais parce qu'il faut que j'aille... Petit retour en arrière, c'est rue du Dragon que Daniel a trouvé un toit après des années d'errance et de petits boulots. Aujourd'hui, il touche le RMI et il n'a plus rien. Quand je monte ici, vous voyez, mon linge il est par terre, alors que je préférais que je sois dans des meubles. Et quelque part, ça me gêne un peu, quoi, d'amener des gens comme ça. Là, vous vous sentez peut-être un peu blessé qu'on montre ça à la télévision? Un peu, oui. Et pourquoi vous avez accepté quand même? Vous pensez qu'il faut dénoncer ça? Ouais, il faut dénoncer, il faut justement, plus il y a de gens qui dénoncent, plus ça peut peut-être faire changer les choses. Cet après-midi, ils étaient des milliers comme Daniel à dénoncer et à revendiquer leurs droits. Moi, je m'appelle Acédic 928, je suis RMiste et je viens à Paris pour manifester par solidarité. J'espère de tout cœur avoir tout ce que je demande, un travail et un toit. Pour l'instant, j'ai un toit. Maintenant, il ne manque plus que le travail et récupérer les enfants. La rue, cet après-midi, ils y ont défilé. Ce soir, certains d'entre eux y dormiront.
Les exclus ont squatté la rue également en province où des manifestations étaient prévues dans une quarantaine de villes. Valérie Astruc. À Toulouse, où la manifestation a été la plus suivie, 1200 personnes se sont retrouvées dans les rues avec pour thème principal de revendication le droit des immigrés. Les salariés ont été les plus nombreux à se déplacer par solidarité avec les exclus. Tous contre le racisme, un slogan souvent repris à Strasbourg où quelques 600 manifestants ont défilé pendant environ 2 heures. Marseille, sur la Canebière, ACT UP ainsi que la CFDT ont fourni le gros des troupes. Les manifestants se sont dirigés vers la préfecture. Une motion contre l'exclusion y a été déposée. Enfin, 700 personnes à Lyon se sont mobilisées contre l'extrême droite et contre le chômage. Salariés en situation précaire, retraités, SDF et étudiants se sont rassemblés sur la place Bellecour pour défiler ensuite dans le centre-ville. Pronostic du secrétaire général de Force ouvrière, il n'y aura pas d'état de grâce après le second tour de la présidentielle. Marc Blondel affirme craindre une révolte des jeunes sans emploi. J-15 pour le premier tour d'élection présidentielle. Les candidats redoublent d'efforts pour tenter de convaincre la frange importante d'hésitants révélée par tous les sondages. Le candidat socialiste Lionel Jospin était aujourd'hui en campagne dans le Limousin. Thème du jour, les jeunes et leurs problèmes. Reportage Roland Sicard, José Boulester. Le Tour de France de Lionel Jospin emprunte parfois des chemins de traverse, car une campagne électorale, ça ne passe pas qu'en ville. Il y a aussi le monde rural, les questions agricoles, l'élevage, problèmes sérieux, mais en ce moment, Lionel Jospin est de bonne humeur. Tu as failli dire tu dépends ton Bitex, qui était pas la politique. Mais dans une journée de candidats, plusieurs thèmes sont abordés. Après l'élevage, la culture, au Salon du Livre de Limoges, rencontres avec des écrivains comme Madeleine Chapsal ou Régine Desforges, et rencontres avec les Français, Lionel Jospin doit assumer l'héritage. Monsieur Mitterrand il s'est engagé. Est-ce que vous pouvez nous signer cette pétition? Écoutez, je force pas la main comme ça. Et l'école, cela fait justement partie des priorités de Lionel Jospin. Le candidat du PS pense aux jeunes, il leur parle et il les écoute. Salut, comment vas-tu? Les problèmes qui reviennent, c'est pourquoi on nous a proposé un SMIC jeune, pourquoi les étudiants en IUT, on leur interdisait de vouloir poursuivre leurs études, pourquoi M. Pasqua fait une fac privée avec l'argent public, où il met des droits d'inscription de plusieurs dizaines de milliers de francs. C'est ça la politique de M. Balladur et de M. Chirac et du RPR, et les jeunes le constatent. Alors quand on les prend sur le terrain, bien on constate qu'ils sont inquiets de la politique que mène la droite et qu'elle mènerait si jamais elle devait gagner l'élection présidentielle. Lionel Jospin offensif, Lionel Jospin sur tous les terrains, c'est que le candidat socialiste en est maintenant convaincu, parti plus tard que les autres candidats à la bataille, il a du retard à rattraper. Alors, il va tenter de démontrer aux électeurs de gauche qu'ils doivent éviter de disperser leur voix, qu'ils doivent se rassembler pour que leur camp soit présent au second tour. La campagne est bel et bien entrée dans sa dernière ligne droite. Ce week-end, les deux candidats de la majorité vont tenter eux aussi de séduire les jeunes. Grand meeting demain à Bercy pour Jacques Chirac et pour Édouard Balladur. Rencontre dialogue cet après-midi à Paris avec plusieurs centaines de jeunes. Reportage Javi Tambert, Denis Pardano. On peut être jeune et préférer les gens raisonnables. On peut avoir 20 ans et un goût prononcé pour le réalisme. On peut s'appeler Édouard Balladur et trouver une certaine écoute auprès de la jeunesse. Pour moi, être jeune, c'est justement ne pas être forcément un chien fou, avoir de l'énergie, mais être raisonnable et réfléchir. Chez les jeunes, il a peut-être pas l'impact qu'il voudrait avoir. À lui de nous démontrer qu'il peut avoir un autre impact sur nous. Il n'y a plus matière à rêver, il y a matière à essayer de relever la France et à s'en sortir, c'est tout. Donc le rêve est bien loin de tout ça. Alors fidèle à son nouveau style, le contact, le dialogue, le Premier ministre avait donc invité les jeunes à lui parler directement cet après-midi. Le décor est planté, des tags sur les murs, du rock dans les enceintes et enfin Édouard Balladur sur scène. Mais attention avec lui, on ne triche pas, il ne s'agit pas de faire jeune à tout prix. Je ne fréquente pas quotidiennement les boîtes de nuit, c'est vrai, et je ne parle pas verlan. Il me semble d'ailleurs qu'on le parle un peu moins. Garantie authentique, sans filtrage, le dialogue a duré près de 2 heures. Sur le premier emploi, sur les études, sur le service militaire, le candidat Balladur n'a éludé aucune question, nombreuses par exemple sur le sida et la drogue. Est-ce que les mineurs auront l'accès aux seringues sous votre gouvernement? Moi, je ne réponds pas non a priori, parce qu'un gamin de 16 ans ou de 15 ans, comme hélas on en voit, qui court des dangers pareils, eh bien, il vaut peut-être mieux qu'il puisse avoir une seringue propre que de ne pas en avoir.
et de courir des risques supplémentaires. Édouard Balladur l'a dit en arrivant, c'est le moment le plus important de la campagne. À 2 semaines du scrutin, c'est vrai, on ne fait plus de détails pour séduire. Jacques Chirac réunit demain plusieurs milliers de jeunes à Bercy. Édouard Balladur ne voulait surtout pas être en reste. Et dans la majorité, les deux candidats continuent leur duel à distance, un duel affleuré de moins en moins moucheté. Ainsi, Jacques Chirac a estimé hier soir à Lille que l'on s'est moqué du monde quand certains, sous-entendu Édouard Balladur, ont dit que la France allait mieux. Quelle ignorance de la réalité, quelle méconnaissance des Français. Fin de citation. Et en meeting hier soir à Clermont-Ferrand, Édouard Balladur a décoché une flèche à Jacques Chirac, toujours sans le nommer, en affirmant que bâtir l'Europe, ce n'est pas changer d'avis sans cesse sur la monnaie unique ou sur Schengen. À l'occasion d'une rencontre avec des harkis du Conseil national des Français musulmans, une organisation qui soutient sa candidature, Jacques Chirac est revenu aujourd'hui sur le thème de l'exclusion et à contrario de la nécessaire insertion, affirmant que la richesse de la France c'est son unité et sa diversité. Jacques Chirac a estimé que l'insertion des enfants de rapatriés musulmans était, je cite, une exigence. Autre thème important de cette campagne présidentielle, la monnaie unique européenne qui entre doucement dans les faits. Si Versailles m'était compté, les 15 ministres des Finances de l'Union européenne, réunis à l'ombre du château aujourd'hui, ont en effet discuté des modalités concrètes et pratiques de l'introduction dans notre vie quotidienne plus tard des écus sonnants et trébuchants. Précision avec Françoise Laborde, notre spécialiste des histoires d'écus. C'était la surprise du jour, le cadeau d'Edmond Alphandéry à ses collègues, un coffret de 9 pièces de monnaie, 3 en cuivre, 3 en nickel, 3 bicolores. Elle préfigure ce que devrait être la gamme de la monnaie unique européenne demain. Aujourd'hui, la France a voulu consolider les engagements entre pays européens. Des engagements parfois mis à mal par certains hommes politiques, notamment en France. Des engagements qui ont aussi souffert de la situation internationale. Les soubresauts du dollar ont gravement perturbé les relations entre les monnaies. Mais aujourd'hui, pour les 15, il n'y avait pas de doute. Il y aura bien une monnaie européenne unique qui viendra remplacer les monnaies nationales. Quand? Réponse ministérielle. On ne peut pas pour l'instant donner une date définitive, ça va dépendre de beaucoup de choses, parce que vous savez que le traité prévoit le passage en 3e phase, c'est-à-dire à des parités fixes entre 97 et 99. Alors, comme il faut 3 ans pour fabriquer les billets et les pièces, vous voyez qu'il faut quelques années encore. Mais on peut penser raisonnablement qu'au début du 3e millénaire, on aura, en tout cas dans certains pays d'Europe, on aura la monnaie européenne. Peut-être pourra-t-on reprocher à Edmond Alphandéry d'avoir un peu mis la charrue avant les bœufs en présentant aujourd'hui à Versailles le prototype de ce que pourrait être une monnaie unique demain. Mais en même temps, la France, qui préside l'Union européenne, a voulu démontrer qu'il ne s'agissait pas simplement d'un problème de convergence économique, mais surtout d'une question de choix politique et que la création de cette monnaie était matériellement possible. En tout cas, les habitants de Bergerac ont actuellement la chance de pouvoir manier l'écu. La devise européenne sert en effet aux transactions commerciales pendant une quinzaine de jours, et cela à titre de symbole, d'expérience, et pour la plus grande joie des collectionneurs qui font la chasse aux vrais faux billets à l'effigie de Cyrano. Reportage Gilles Marinet et Marie-Pierre Cassignard. Oh mince alors! Et des écus! Mais c'est des faux! C'est des faux! Mais je m'en fous! C'est qu'on en parle à Bergerac. Il faut dire que les faux monnayeurs ont bien réussi leur coup. L'écu local à fière allure, d'un côté l'incontournable appendice nadal de Cyrano, de l'autre les produits du terroir. Pendant 15 jours, ces billets seront en circulation dans la plupart des commerces de Bergerac. 14 francs pour 2 écus. Oui. Voilà. Voulez-vous que je vous rende la monnaie en écus? Ah, volontiers, oui. Alors, vous voulez des billets de 2 écus ou de 5 écus, ou les deux éventuellement? J'aime autant les deux, si vous avez. Voilà. Alors, 2 écus, vous savez que c'est 14 francs, 5 écus, 35 francs. Très bien. Ok. Je prends... Oui, vous donnez 2? S'il vous plaît. Allez, d'accord. Donc, belle mais éphémère, cette monnaie vivra 15 jours. Elle pourra ensuite être convertie en francs dans une banque de la ville. 15 jours pour imaginer, pour se préparer au bouleversement de la monnaie unique. Non, ça va pas. Voilà, c'est bon. Il faut savoir, je dirais, vivre à la veille d'un grand changement, d'un grand bouleversement d'échanges. Certains rêvent d'Europe, mais d'autres, de loin les plus nombreux, pensent collection. C'est d'ailleurs un mordu de la monnaie qui a lancé cette opération au pays de Cyrano. Pour que les collectionneurs considèrent ça comme une vraie monnaie de collection, il faut que ça ait servi comme moyen de paiement, entre guillemets bien sûr, pendant un temps, même si ce temps est limité.
avec la monnaie. Des collectionneurs qui ont encore une petite semaine devant eux, puisque le 15 avril, l'écu de Bergerac sera retiré des magasins. À l'étranger, à noter une nouvelle aggravation de la tension en Bosnie, où les tirs ont repris dans la banlieue de Sarajevo et où les milices serbes et les militaires bosniaques multiplient, chacun de leur côté, les incidents plus ou moins sérieux avec les casques bleus. Un avion cargo américain acheminant de l'aide humanitaire a essuyé des tirs ce matin à Sarajevo, un incident qui a entraîné la fermeture de l'aéroport pour une durée indéterminée. François Cornet. La Fort-Pronu n'a pas encore pu déterminer si la dizaine de balles d'armes légères qui ont touché ce matin l'avion cargo américain avaient été tirées d'une position serbe ou d'un poste de l'armée gouvernementale bosniaque. L'appareil pris pour cible à l'atterrissage a pu faire demi-tour et regagner sans encombre Ancône en Italie, tête de pont de l'aide humanitaire. Après une période d'accalmie, ce nouvel incident a fait monter d'un cran la tension dans la capitale bosniaque, dont les faubourgs ont à nouveau été pilonnés par l'artillerie serbe, notamment Rašnica au sud-ouest de la ville, un quartier situé entre l'aéroport et le stratégique mont Igman. Regain de tension également en Krajina, à la frontière entre la Bosnie et la Croatie, placée depuis le 31 mars dernier sous contrôle des casques bleus pour prévenir d'éventuelles violations. Les Serbes sécessionnistes de Krajina, qui contrôlent eux un quart du territoire croate, s'opposent à cette mission de l'ONU et poursuivent leur harcèlement. En acceptant le maintien des casques bleus en Croatie, le président Tudjman espère éviter de nouveaux combats et rappelle à l'opinion internationale qu'il l'aurait peut-être oublié que 12 000 personnes ont été tuées et 35 000 autres blessées durant la guerre serbo-croate en Croatie en 1991. Invité exceptionnel demain de l'heure de vérité à midi sur France 2, une femme algérienne de 37 ans, Khalida Messaouadi, surnommée là-bas la Dame de Fer de la résistance, hostile à toute négociation avec le fils et condamnée à mort de fait par les islamistes. À l'occasion du MIP TV qui se tient en ce moment à Cannes, un hommage sera rendu demain au commandant Cousteau qui fêtera ses 85 ans le 11 juin. France 2, qui est associé à cette manifestation, diffusera à cette occasion demain vers 17 h un film inédit réalisé par l'équipe Cousteau sur Madagascar. Avant de retrouver le commandant Cousteau en direct de Cannes, un bref rappel grâce à Patricia Charnelet de la carrière de cet homme qui a la tête près du bonnet et qui dès 1942 réalisait le premier film sous-marin en apnée. Jacques-Yves Cousteau est le premier homme poisson. En inventant dès 1943 le scaphandre autonome, il permet aux plongeurs de nager librement sous la mer. Cet ancien officier a pratiquement tout créé de l'océanographie. Grâce à la caméra sous-marine, il révèle au monde entier le monde du silence. Aucune difficulté ne résiste à sa formidable passion. Il aménage un ancien dragueur de mine pour effectuer ses premiers voyages, c'est la Calypso. Il conçoit aussi la soucoupe plongeante. Il installe en Méditerranée un laboratoire flottant où des scientifiques peuvent étudier pendant des années le milieu marin. Le commandant, dont la fine silhouette devient célèbre dans le monde entier, a donné à l'écologie ses lettres de noblesse. Reçu par les chefs d'État, il les met en garde contre les dangers qui menacent notre planète, la surpopulation, le nucléaire, la déforestation. En 1972, en Antarctique, les hommes de Cousteau réalisent un nouvel exploit, nager sous la banquise. En 1990, Cousteau obtient qu'un moratoire de 50 ans soit décrété sur l'exploitation des ressources minérales du continent blanc. Ces dernières années, le commandant impose l'idée des droits des enfants, l'obligation de leur offrir un monde où la croissance économique et sociale ne détruira pas l'environnement. Jacques-Yves Cousteau, bonsoir. Vous êtes en direct avec nous de Cannes. À 85 ans, vous êtes toujours très très vert dans tous les sens du terme, puisque je le rappelle, vous êtes à l'Académie. Alors demain, donc, sur France 2, nous découvrirons le premier de vos deux films consacrés au mystère de Madagascar, une île qui s'est détachée du continent africain il y a environ 90 millions d'années. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre? Eh bien, on va surtout découvrir ce qui reste de la forêt primaire avec des animaux qui n'existent que là, dans le monde. Pas seulement les lémuriens, mais il y a toute une série d'insectes et d'animaux et de plantes qui n'existent qu'à Madagascar, parce que Madagascar s'est détaché du reste du monde il y a longtemps, et que les hommes y sont arrivés seulement il y a 2500 ans, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu encore le temps de faire des destructions radicales. Néanmoins, ils en font,
Et il est temps d'arrêter ça, c'est-à-dire de reprendre la gestion de Madagascar d'une façon plus rationnelle. Je pense que ce film, c'est le premier d'une série de 2 films, et à la fin du second film, on s'aperçoit, je crois que c'est une leçon extraordinaire, ce qu'un homme seul, le père Pedro, a pu faire sur plus de 3500 personnes qui étaient dans la misère. Il leur a réappris la dignité, le travail, la construction, la production, et les enfants qui vivaient dans des ordures vivent maintenant dans des maisons bien faites. Et grâce à un homme et à l'amour intense de cet homme, je lui rends hommage officiellement maintenant. C'est une des rares occasions que j'ai eu de le faire. Jacques-Yves Cousteau, vous êtes entre autres président du Conseil des droits des générations futures, une instance qui siège auprès du président de la République. Qu'est-ce que globalement vous pensez de la place de la défense dans l'environnement, dans la campagne présidentielle et puis plus globalement dans notre monde d'aujourd'hui? La place de l'environnement dans la campagne présidentielle, je suis assez content qu'elle n'existe pratiquement plus. Parce que ce n'est pas le rôle, je l'ai répété depuis des années, des écologistes de faire de la politique. Les écologistes doivent représenter la conscience populaire. Ils doivent être là pour alerter les dirigeants de ce qu'il faut faire et des dangers qui sont courus par la population. Ce n'est pas à eux d'essayer d'agir, et ils ne le feront jamais, parce que dès qu'ils entrent au Parlement, ça devient des ennemis pour tous les autres partis. Par conséquent, il vaut mieux qu'ils restent dehors et qu'ils conseillent tous les partis politiques des dangers qui risquent de se produire dans l'environnement. C'est comme ça que je vois le rôle des écologistes. Maintenant, dans les programmes des candidats, la faillite des candidats écologistes les a conduits à ne pas trop parler de l'environnement. Alors que je sais, parce que je les connais, les candidats en question, des 2 partis, les trois candidats majeurs, tous les 3 savent l'importance de l'environnement. Jacques-Yves Cousteau, vous êtes couvert d'honneur, vous êtes couvert de titres, de décorations et d'argent. Alors, dernière question, qu'est-ce qui vous motive encore maintenant? Pas d'argent. Vous n'êtes pas pauvre. Non. Qu'est-ce qui vous motive encore? Vous pourriez prendre une retraite dorée et tranquille. Bon, je vais vous dire une chose qui a l'air un peu du mélo, mais c'est la vérité. L'amour des gens, j'aime les gens. Et je voudrais essayer de convaincre et de participer à leur défense. Merci beaucoup pour cette réponse courte. Rendez-vous donc demain vers 17h25 pour découvrir les mystères de Madagascar sur France 2, puisque je vous le rappelle, nous sommes mariés pour le meilleur depuis 90. Un mot de rugby maintenant. Pour sa dernière sortie internationale avant la Coupe du Monde, le 15 tricolore a beaucoup peiné pour battre une bien modeste équipe de Roumanie cet après-midi en match amical à Bucarest. De quoi alimenter les doutes de ses supporters. Laurent-Frédéric Bollet. On ne peut pas dire que l'équipe de France ait déplacé la grande foule à Bucarest. Il faut l'avouer, l'équipe de Roumanie est en ce moment à la dérive, battue il y a peu 54-3 par l'Angleterre et même par l'Italie. Mais la Roumanie, chez elle, se sent des ailes. Le numéro 10 s'appelle Nikitan et il aime bien tenter des drops. Tenter et réussir, 3 d'affilée. Moralité, voilà la Roumanie qui mène bientôt 12-3. En face, l'équipe de France est méconnaissable et à 1 mois du départ pour l'Afrique du Sud et la Coupe du Monde, c'est pour le moins inquiétant. Il faut attendre la 50e minute pour qu'enfin les Bleus marquent un essai. Pas de chance, c'est un essai de pénalité accordé par l'arbitre. Panache à 0, 13-12 pour la France. Sans doute un adversaire faible incite-t-il à plutôt mal jouer. Mais le 15 tricolore n'a aujourd'hui pas beaucoup d'excuses. Un seul vrai essai marqué à la 55e minute, il était temps. Sur l'aile, Saint-André passe à Jean-Luc Sadorni. Et la corvée de ce match amical, car ça avait l'air d'en être une, peut prendre fin. Score final sur une pénalité de la Croix, 24-15. Le Coq, cet après-midi, n'avait pas de quoi chanter.
Et aux derniers essais officiels du Grand Prix d'Argentine de Formule 1, la pluie qui tombe toujours sur le circuit de Buenos Aires a apparemment donné des ailes à un habitué du mauvais temps, l'Écossais David Coulthard, qui a confirmé ses résultats d'hier pour la première fois de sa carrière. Ce pilote écossais partira demain en pole position, volant de sa Williams Renault Elf, et cela à côté de son collègue d'écurie Damon Hill. Contre-performance en revanche pour Jean Alesi sur Ferrari, qui ne partira qu'en 6e position. Les pavés de Paris-Roubaix font de plus en plus peur aux vedettes du cyclisme, dont beaucoup préfèrent ne pas se frotter à l'enfer du Nord. Les organisateurs prévoient de réparer dès l'an prochain les portions de pavés les plus barbares. Mais les vrais amateurs de la petite reine redoutent une course sans aspérité avec des pavés à l'eau de rose, pour reprendre l'expression d'Albert Bouvet. Reportage Thierry Clopeau. Nous sommes à 6 soins, 10 km de Roubaix. Les amis de Paris-Roubaix sont en plein labeur. L'objectif, nettoyer les pavés qui ont été recouverts par une entreprise travaillant pour la SNCF pour faciliter le passage des engins. Depuis quelques années, c'est vrai, le pavé qui est devenu une denrée rare dans le Nord est en danger de disparition. Faute d'entretien, remplacé par les routes en macadam et avec l'aménagement du TGV Nord, c'est le patrimoine d'une course mythique qui part en poussière. Si l'on se réfère à l'édition 94, il y aura donc sur le parcours 2 km de moins de secteur pavé. Par rapport aux 70 km existants, c'est un crève-cœur pour les amis de Paris-Roubaix qui sont pavés, bien évidemment, de bonnes intentions. L'année dernière, j'ai eu des Australiens, des gens qui viennent des antipodes et qui voulaient voir ce que c'était que les routes de Paris-Roubaix. Et on laisserait tout ça partir. Il n'y a que nous qui avons ça. On n'a pas de montagne, on garde ça. Et pour garder ces fameux pavés bicentenaires venus de tournées en Belgique et de Bretagne, les amis de cette course épique réclament depuis toujours le classement de ces zones pavées en site historique. Pour l'instant, seule la fameuse tranchée d'Arambert a reçu l'aval du ministère de l'Environnement. Cet hymne au pavé ne fait pourtant pas sauter de joie toutes les parties concernées. C'est incroyable au point de vue nuisance, au point de vue détérioration de matériel, au point de vue perte de temps. Si vous accumulez tout ça sur 40 ans, je peux vous dire que c'est considérable. Alors que Paris-Roubaix, bon, ça dure 5 minutes ici. Pour la petite histoire, en 92, on a craint pour la pérennité de Paris-Roubaix, faute de pavés véritablement cyclables. Et certains n'ont pas hésité à essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Nos voisins belges, qui sont des gens que j'aime beaucoup, mais qui avaient saisi l'opportunité, avaient déjà fait quelques propositions pour faire passer Paris-Roubaix en Belgique. Ça m'avait un peu interloqué, un peu surpris. Qu'on se rassure, grâce aux travaux de rénovation entrepris à la prochaine fondation, Paris-Roubaix restera bien en France et cette course d'un autre âge devrait tenir encore longtemps le haut du pavé. Voilà, je vous rappelle que les 4 dernières heures de cette grande classique du cyclisme seront retransmises demain en direct sur France 3 à partir de 13h05. Je vous propose de terminer ce journal par un petit détour, c'est le cas de le dire, à la porte de Versailles, au Salon international de la maquette et du modèle réduit qui se tient jusqu'au 17 avril. On y trouve de tout en tout petit, et cela pour la plus grande joie des grands et des petits. Olivier Sioux, Frédéric Basile. 650 kilos actuellement. Dernier préparatif, ultime vérification avant l'exploit. 194 petites locomotives prêtes au départ. Et au bout du câble, un wagon de 19 tonnes, un vrai. 10 mètres de rails vont être parcourus par le wagon de Simotra. Un record battu pour la bonne cause. Les vaillantes petites locos finiront vendues aux enchères au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Après les grosses machines, les petits trains de toujours. Ces circuits devant lesquels on peut rester des heures à observer chaque détail d'une maison pendant que se croisent les rapides, les express et les trains de marchandises. On va voir les avions et les bateaux. D'accord. Et après on revient. D'accord, allons voir les bateaux. Il y a justement un bassin rien que pour eux. Le Nautilus croise un chalutier breton et pour la mise en cale sèche, pas de doute, c'est quand même nettement plus facile si on s'y prend comme ça. Un détour par les voitures, petit passage au stand pour resserrer les boulons, et ça repart. Attention au virage, trop tard. Avouez que les montgolfières, c'est quand même plus calme, mais c'est pas facile non plus. Tu vas remonter là, regarde, toi tu tapes et tu remontes. Il faut que tu arrives à avoir un palier constant au niveau du salon. Jusqu'au 17 avril, c'est un nouveau pays de Lilliput qui ouvre ses portes.
Un pays où tout est si petit qu'on finirait presque par se prendre pour Gulliver. Après les grands éclats de rire, puis les petits enfants de la télé, dernier journal vers minuit 30 avec Philippe Lefebvre. Dans un instant, la météo en compagnie de Laurent Romeshko qui nous promet un beau dimanche ensoleillé mais frais. Demain à 13h, vous retrouverez Benoît Duquesne et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée.